Bonjour à toutes et à tous. À la une de cette édition modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État, le ministère de l'Économie et des Finances en charge du budget et de la fonction publique engage une opération d'appurement des avancements des agents de l'État en attente de traitement dans l'administration publique. L'implémentation de la nouvelle réforme est portée par le système intégré de gestion des ressources humaines et de la paix. Inauguration du poste de transformation électrique d'Avlekété dans la commune de Ouida. L'infrastructure vient renforcer l'électricité dans la zone touristique et économique de la route des pêches. C'était hier en présence du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Et puis les violences basées sur le genre désignent tout acte nuisible dirigé contre une personne en raison de son sexe. Ces implications sont profondes et multidimensionnelles sur les plans sanitaires, socio-économiques et des conséquences juridiques. Plus de détails dans un instant. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. Préalablement à la mise en exploitation du système intégré de gestion des ressources humaines et de la paix, le ministère de l'Économie et des Finances en charge du budget de la fonction publique a annoncé depuis le 16 juin dernier l'opération d'appurement des avancements des agents de l'État. L'opération vise à normaliser la carrière des agents de l'État par la prise à leur profit des actes subséquents ainsi que la liquidation de l'incidence financière irrélative. Virgile Larodéon nous explique les tenants et aboutissants de cette opération. Relique Anago, chef service de la gestion des ressources humaines, du travail et des emplois du ministère des enseignements maternels et primaires, participe depuis quelques jours aux travaux de mise à jour des actes d'avancement des agents de l'État. Nous sommes là en tant que ministère sectoriel, venu pour l'appurement des situations administratives, c'est-à-dire la carrière des enseignants, ainsi que le personnel administratif au niveau du MAMPA. Sur la plateforme dédiée, Relique travaille en équipe avec des agents de plusieurs autres ministères sectoriels. L'opération intervient en prélude à la mise en exploitation du SIG RHP, défini comme système intégré de gestion des ressources humaines et de la paix. La mise à jour de ces actes désormais va permettre à SIG-RHP de prendre des pas sur des données solides qui favorisent réellement la digitalisation des services, de sorte que tout acte de carrière soit désormais pris numériquement sans que nous continuions à réserver de l'espace pour garder le stock physique de la documentation. Pour le moment, l'opération ne prend en compte que les actes d'avancement d'échelon et de grade. Elle cible 22 225 agents dans les ministères, aussi bien que dans les autres institutions de l'État. À l'étape actuelle, nous sommes autour de 17 000 situations administratives qui sont déjà initiées, traitées et validées en cours de visa et de signature par les autorités compétentes. Donc ces actes seront bientôt mis à jour par la cellule de gestion du fichier unique et de la programmation des effectifs et transmis à la direction générale du budget pour mandatement. La suite de l'appurement, c'est que les intéressés seront payés à l'indice réel. L'opération a démarré le 15 juin dernier et s'étend jusqu'au 17 juillet 2026. Longtemps considéré comme un métier d'avenir, le graphisme fait aujourd'hui face à une profonde mutation avec l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle. En quelques secondes, des logiciels sont désormais capables de générer des affiches, des logos, des faits-pas ou encore des visuels publicitaires. Une révolution technologique qui suscite à la fois fascination et inquiétude chez les professionnels du secteur. Pour comprendre les enjeux de cette transformation, nous avons donné la parole à quelques acteurs du secteur. Suivez plutôt. Le graphisme est un métier qui allie créativité, imagination et maîtrise des outils numériques. Pendant plusieurs années, les graphistes ont été les principaux artisans de la conception des affiches publicitaires, bâches, cartes d'invitation et autres supports visuels. Mais depuis quelques années, l'arrivée de l'intelligence artificielle bouleverse les habitudes. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur l'activité des professionnels. Nous avons remarqué effectivement une baisse, mais aussi
Nous avons un certain nombre de visuels qui nous parviennent. Mais parmi ces visuels, il n'y a pas de visuels vraiment exploitables. Nous sommes tenus de tout refaire. Mais celui qui n'a pas les moyens pour pouvoir consulter un professionnel de graphisme ne peut que générer son travail avec l'IA, ce qui est beaucoup plus facile. D'accord? Mais le danger est qu'il n'a pas une identité. Pour ces professionnels, l'intelligence artificielle ne peut remplacer totalement l'expertise humaine. Derrière chaque création réussie se cache une compréhension des besoins du client, une sensibilité artistique et une capacité d'innovation que les machines peinent encore à reproduire. Par exemple, quand vous réalisez une affiche, est-ce que vous pouvez définir déjà la dimension de ce que vous voulez réaliser à l'IA? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais essayé. Avec les couleurs que j'ai mises, avec les images que j'ai eu à mettre en filigrane dedans et avec les lumières que j'ai créées moi-même, je ne peux pas demander à l'IA de me créer un truc comme ça et pouvoir me faire. Selon les acteurs, l'intelligence artificielle représente certes un défi pour la profession, mais elle doit surtout être perçue comme un outil complémentaire permettant d'améliorer la productivité et d'explorer de nouvelles possibilités créatives. Moi, je vis uniquement du graphisme design. Je n'ai pas d'autre métier et je ne me plais pas de mon métier. Ça, je vous l'avoue, je ne me plais pas de mon métier. Au contraire, c'est l'IA qui finira par disparaître. Parce que c'est ce que tu as créé, que toi-même, là, tu pourras expliquer à ton client. Le chemin que prend l'IA aujourd'hui est un danger pour l'humain. Un danger pour l'humain. Et il faut pouvoir arrêter. Parce que si on n'arrête pas, tout le monde va cesser de travailler. Pour eux, l'avenir du graphisme ne réside pas dans l'opposition à la technologie, mais dans la capacité à l'utiliser intelligemment au service de l'innovation et de la création. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a inauguré hier à Avlékété, dans la commune de Ouida, le poste de transformation électrique financé par le budget national. Ce poste a été réalisé pour renforcer principalement l'infrastructure électrique dans la zone touristique et économique de la route des pêches. Sur les images de Moufid Sagbouran, Virgile Larodéon nous présente les caractéristiques techniques de l'ouvrage. Prévu pour être livré en janvier 2026, c'est finalement ce jeudi 9 juillet que le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines dévoile l'enseigne du poste de transformation électrique d'Avlékété. La réalisation de cette infrastructure de grande importance, confiée à l'entreprise Vinci Énergie, a été ordonnée par le gouvernement le 3 avril 2024. Ainsi réalisé, le poste blindé d'Avlékété est un pan important de la deuxième phase du projet d'alimentation en énergie électrique de la route des pêches. C'est un poste électrique de 63 kV de type GIS, équipement moderne, compact et plus fiable, destiné au renforcement du réseau électrique et des infrastructures énergétiques que le gouvernement développe dans les zones touristiques et économiques, se trouvant notamment le long de la route des pêches. Financé par le budget national à hauteur de 19,9 milliards de francs CFA, les travaux de ce projet d'envergure prennent également en compte la construction d'une ligne souterraine entre Adunko et Avlékété, la construction d'un poste classique à Ouida et la prolongation de la ligne aérienne vers Gakpé. La vision du gouvernement en mettant en œuvre ce projet est de sécuriser l'alimentation en énergie de toute la zone de la route des pêches, réduire les coupures dans les zones Ouida-Avlékété et accompagner le développement touristique et économique de tout le littoral. L'administration publique et le secteur privé commémorent ensemble 2 journées conjointes. Les acteurs célèbrent la Journée nationale de la certification et de la Journée mondiale de l'accréditation à Cotonou. La double commémoration est initiée par l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité. Elle prend forme d'un atelier pour passer en revue le système de conformité et saluer le mérite des différents acteurs en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Compte rendu. Les entreprises et industries bénéficiaires des services de l'évaluation de la conformité ont la part belle à cette commémoration conjointe. Tous les acteurs intervenant dans l'infrastructure qualité au Bénin communient avec elle
à cette édition 2026 des Journées nationales de la certification et mondiale de l'accréditation. Cette journée est une proclamation que notre nation refuse la médiocrité et choisit l'exigence. Une proclamation que la confiance sera notre monnaie et la crédibilité notre héritage. L'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM fait de ce rendez-vous un moment de diagnostic du dispositif de certification. Ceci à travers un riche programme fait de communications et de panels sur l'évaluateur technique, les laboratoires d'essais et d'étalonnage, de même que les organismes d'évaluation. Ces discussions devant être tenues pour la qualité dans la production des biens et services et dans le déploiement des infrastructures se mènent avec les acteurs privilégiés de l'écosystème entrepreneurial au Bénin. Qui parle d'opportunité parle de marché, qui parle de marché parle de respect des exigences réglementaires. Pour respecter ces exigences réglementaires, il faut des normes, ces normes existent. Il faut des structures qui sont chargées de l'accréditation, ces structures existent. Et il faut également des acteurs de l'infrastructure qualité avec qui nous, Chambre de commerce, nous continuerons de travailler. Je saisis cette occasion pour réitérer la ferme détermination de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle qualité à appuyer toutes vos initiatives et actions allant dans le sens de la promotion de la qualité. La journée de réflexion est meublée également d'échanges sur le système de management de la sécurité des denrées alimentaires et de découverte des structures de certification. Audience au cabinet du préfet du département du littoral, Gilbert Déroumalé. Le maire de Cotonou, Luc Nyakadia, a rendu une visite de courtoisie à l'autorité préfectorale. Les deux personnalités ont abordé les questions de développement de la capitale économique. Je vous invite à suivre les propos des deux autorités. J'ai eu l'occasion de lui parler du projet de la ville validé en conseil communal vendredi dernier et que nous avons appelé Cotonou 2026-2033 changer d'échelle. Ce que ça implique pour la ville et ce que cela pourrait exiger comme relation entre la ville et l'autorité de coordination avec le gouvernement qu'est le préfet. Donc, qu'est-ce que ça pourrait exiger? J'ai eu une réponse qui m'a véritablement réjoui. Le préfet a parlé de sa disponibilité. Il a même parlé de travailler en complicité parce qu'il a dit que ce sont les problèmes à résoudre qui nous réunissent. Et nous avons la responsabilité de les solutionner pour notre pays et pour la ville. Alors je pars d'ici heureux de ce que nous aurons l'occasion de mettre tout cela en musique. Et je voudrais lui savoir gré de ça. Je lui ai dit, nous sommes ouverts à toute discussion qui puisse apporter des solutions aux difficultés que les populations ont dans le département. Et le maire aussi est dans cette dynamique. Nous nous sommes entendus, nous avons convenu que les difficultés que Cotonou rencontre sont à décliner en projet et donc avec des objectifs clairs, des indicateurs de performance, la mobilisation des ressources, un timing bien défini. Le maire dans cette optique-là avec le préfet que je suis, tout ça en harmonie avec la vision du gouvernement par rapport au grand projet. J'estime qu'aujourd'hui, je suis très heureux de rencontrer un maire qui a de la vision, qui a les ressources intellectuelles pour planifier un développement. Loin de l'effervescence des campagnes électorales, l'actualité politique connaît une période d'accalmie. Mais dans les rédactions, pas question de rester sans apporter l'information au public. Comment les médias s'adaptent-ils pour continuer à informer et captiver les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs? Élément de réponse dans ce reportage de Virgile Arodéon. À la faveur de la dernière révision, la trêve politique a été consacrée par la loi fondamentale du Bénin. Destinée à limiter les polémiques et les manipulations de l'opinion dans lesquelles les hommes politiques excellaient par le passé, cette disposition constitutionnelle pourrait bien avoir par collatéralité des conséquences sur le quotidien des médias.
Et c'est le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui, le premier, en donnait déjà le ton à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 4 mai dernier. Les moments qui s'annoncent, je lis ça déjà dans certains journaux qui voient venir, avec la trêve politique. Parce que c'est vrai, ce n'était pas une bonne idée, mais nous avons drogué notre public, notre auditoire à la polémique politique et politicienne. Désormais, les acteurs politiques qui faisaient fonctionner ce système sont contraints au silence. Quant aux professionnels des médias et autres patrons de presse qui en profitaient, ce pourrait être la période des vaches maigres en raison des sollicitations politiques qui, de fait, se feront de plus en plus rares, même si les effets de la trêve politique ne se font pas encore ressentir au niveau de certaines rédactions. Pour le moment, au niveau de notre quotidien, le matinal, nous ne sentons pas pour le moment les effets de cette trêve politique-là, étant donné qu'on n'a pas de matière en quelque sorte par rapport aux actions posées par le nouveau président de la République. Il n'y a pas matière à peut-être le prendre à défaut sur des éventuels faux pas qu'il aurait posés. Au quotidien Fraternité, la question de la trêve politique n'est pas forcément d'actualité. Mais on l'évoque quand même si c'est avec une certaine désinvolture. Qu'il y ait trêve politique ou pas, c'est un quotidien et les dispositions sont mises en place pour que chaque parution sorte chaque jour. C'est vrai, il faut reconnaître que pendant la période électorale jusqu'à l'investiture, il y a l'actualité politique qui dominait les parutions. Mais en tant que quotidien, on ne peut pas se baser sur l'actualité politique seulement. Il y a par exemple d'autres rubriques, notamment les sujets de société, la culture. Il y a plein d'autres domaines qui peuvent vous faire aussi l'actualité. C'est donc sur la base d'une diversité d'informations que le quotidien Fraternité arrive à nourrir ses lecteurs. À Canal 3 Bénin, juste à côté, on mise plutôt sur les sujets initiés pour combler le vide que pourrait créer la baisse éventuelle des sollicitations politiques. Dans la vie des couples, des situations de malcompréhension amènent des tensions dans le foyer. Les époux qui avaient juré la main sur le corps, s'aimer pour le meilleur et pour le pire, multiplient les violences. Des violences qui se manifestent de diverses manières. Le reportage est signé à Siongbon Kanye à Siongbon. Les violences basées sur le genre constituent un fléau qui touche des communautés au Bénin. Comment se définissent-elles? Les violences basées sur le genre constituent une violation grave des droits de la personne. C'est vrai que dans le cadre de la campagne internationale, les 7 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, l'accent est mis sur la situation des filles et des femmes de façon globale. Et les VBG constituent un ensemble de tout ce qui pourrait être préjudice moral, physique ou émotionnel qu'on pourrait apporter à autrui. Les violences basées sur le genre peuvent être de ces genres de comportements, de propos, de façons, d'attitudes peuvent être orientées ou soit vers une personne de sexe masculin ou une personne de sexe féminin. Les violences peuvent être faites à l'endroit d'une femme ou bien d'un homme. On comprend que les personnes victimes de ces violences le sont à cause de leur sexe. Cela se manifeste généralement par des violences physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques sur une personne. Moi, j'ai rencontré des femmes qui ont été dépossédées de leurs sous ou qui ont contracté des prêts, qui ont remis ces sous à leur mari pour telle ou telle chose, mais le mari utilise l'argent à d'autres fins. Et ces femmes ne peuvent même pas parler, elles ne peuvent même pas dire ce qu'elles vivent. Et dans le pire des cas, on renvoie ces femmes du domicile conjugal. Au Bénin comme ailleurs, ces violences sont souvent liées au rapport de pouvoir et aux stéréotypes ancrés dans les sociétés. La plupart du temps, elles sont exercées à l'égard des femmes ou des filles à travers des violences domestiques, ou encore sur des hommes qui sont stigmatisés du fait de leurs orientations sexuelles parce qu'ils ne correspondent pas aux normes de masculinité définies par la société. Ils sont donc victimes de discrimination.
un homme qui est homosexuel de subir un abus sexuel. Et c'est basé sur le genre. Parce que son expression, son orientation sexuelle à lui n'est pas commun. Les chiffres sont alarmants et selon l'INSTAD, plus de 40% des femmes ont subi des violences basées sur le genre. Comprendre les VBG, c'est déjà agir pour les prévenir. Et nombre de personnes pensent qu'il faut briser le silence et changer les mentalités pour un avenir plus égalitaire. Cotonou fait office depuis le mercredi dernier de centre névralgique de réflexion sur les maux qui minent le bien-être féminin sur le continent. Le Congrès international sur la santé des femmes africaines se déroule à Cotonou sur le thème « Les enjeux d'équité dans la recherche sur la santé des femmes ». Hugues Vingbe et Moufid Sabouran pour le point de la cérémonie du lancement des travaux. Moins de 10% des budgets mondiaux de recherche sont alloués spécifiquement à la santé des femmes. Moins de 2% des essais cliniques mondiaux concernent directement la femme africaine. Un déséquilibre béant qui fait le lit à des difficultés d'appréciation des professionnels de santé de certaines pathologies féminines. J'ai commencé à faire face ou à expérimenter un certain nombre de symptômes et je me suis rendu compte que autour de moi, et les médecins, femmes et hommes, ont eu du mal, n'ont même pas réussi à mettre le mot sur l'ensemble de ces symptômes. Au-delà de cette dure réalité, les femmes africaines sont de nos jours confrontées à de nombreux défis sanitaires. Les inégalités d'accès aux soins, les cancers féminins, les enjeux de santé sexuelle et reproductive, les violences sous toutes leurs formes, les conséquences des migrations. Autant de phénomènes qui, au Bénin, transpercent le filet juridique protecteur déployé au bénéfice de la gente féminine par les pouvoirs étatiques. La première loi, c'est la loi sur la santé de la reproduction révisée, qui améliore les conditions d'accès à l'avortement sécurisé. La loi 2021, c'est la seconde loi, du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Le Congrès international sur la santé des femmes africaines a vocation d'être un laboratoire d'idées pour l'accouchement de notes de politique basées sur des données probantes et axées sur les spécificités de la santé des femmes africaines. Ce colloque réunit pendant 3 jours 289 acteurs en provenance de 17 pays pour 22 sessions scientifiques et 14 conférences plénières. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à demain.